Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler d'un toxique qui a une grande place en toxicologie pour son caractère très toxique. Il est qualifié de tueur silencieux. Nous allons voir pourquoi. Alors il faut savoir que le monoxyde de carbone est considéré parmi les premières causes de morbidité et de mortalité d'origine toxique dans le monde. Il est en effet à l'origine d'intoxications potentiellement létales, donc ça pourrait être fatal à l'intoxiqué par ce produit-là, suite à une exposition donc volontaire comme la tentative de suicide ou accidentelle suite à un appareil défectueux au milieu domestique par exemple. Donc, le monoxyde de carbone est connu pour son caractère insidieux. Nous allons comprendre pourquoi. Et de ce fait, il constitue un problème de santé publique. Alors, je profite pour cette occasion pour vous donner cette règle des 5 I qui fait référence au professeur Azouz que nous avons eu au département de pharmacie d'Alger. Alors 5 I, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un gaz inodore, incolore, insidieux, inflammable et non irritant. Donc, il s'agit d'un gaz qui n'a pas d'odeur, sans couleur, il n'a pas de goût, il est inflammable et non irritant. Il est très diffusible, d'où sa toxicité dangereuse. Il faut savoir aussi qu'il a une densité qui voisine de celle de l'eau, 0,97. D'ailleurs, ça explique en grande partie cette propriété de diffusibilité au niveau de l'appareil respiratoire. Et donc, il faut savoir que il a toujours été d'incidence plutôt pendant la saison hivernale, malgré l'incidence de certains cas en Algérie ces derniers temps pendant l'été. Alors, généralement, cette intoxication, elle est due à l'utilisation de chauffage déficient, donc par dégagement de fumée. Nous allons expliquer tout ça. Mais aussi, on peut observer ce genre d'exposition ou d'intoxication au milieu professionnel, comme ça pourrait être observé chez la population générale vivant particulièrement dans les zones urbaines, où on note une pollution atmosphérique plus prononcée qui est due à l'échappement ou l'émanation de gaz de voitures qui comportent ce gaz-là qui est le monoxyde de carbone. Alors, nous enchaînons avec les propriétés physico-chimiques afin de comprendre d'une part son mécanisme d'action toxique, mais aussi pour comprendre comment on a pu profiter de certaines propriétés pour mettre au point et mettre en place des méthodes d'analyse de ce dernier. Alors, par rapport à la toxicité, regardez, on parle d'un gaz non suffocant, d'ailleurs, non suffocant, pardon. D'ailleurs, rappelez-vous, nous allons dire qu'il s'agit d'un gaz non irritant et il est non suffocant. Donc, nous n'allons pas nous rendre compte qu'on est exposé à ce toxique-là. Il est inflammable et potentiellement détonnant. Donc, ça pourrait être aussi une des causes d'incendie, par exemple. Alors, rappelons que sa densité est voisine de celle de l'air et qu'il diffuse très rapidement dans le milieu ambiant en occupant tout l'espace disponible. Donc, on ne peut pas, si on a une fuite de ce gaz, par exemple au milieu domestique, on ne peut pas s'y échapper. Aussi, il est pratiquement insoluble dans l'eau et il n'est pas absorbé par le charbon actif. Donc, ça donne une idée par rapport à la prise en charge thérapeutique. Et aussi, il faut savoir que le monoxyde de carbone est un très bon réducteur, est un réducteur puissant. Il va réduire pas mal de sels de métaux nobles, notamment les sels du chlorure de palladium. C'est une propriété qu'on va mettre à profit dans son analyse. Il absorbe également les rayonnements infrarouges, aussi une deuxième propriété que nous allons utiliser pour le dosage du monoxyde de carbone.
Alors, quels sont les modes de formation de ce gaz? D'une manière générale, nous citons quatre modes de formation du monoxyde de carbone. Il peut résulter de la combustion incomplète du bois, du charbon et d'autres produits de nature organique, soit par pyrogénation de la matière organique en vase clos, c'est-à-dire on va brûler ou suite à un incendie dans un milieu fermé, par l'action de vapeur d'eau sur des substances carbonées, ou enfin par l'action de quelques acides forts sur des composés organiques où il y aura formation du monoxyde de carbone. Mais il faut savoir que la voie la plus rencontrée de sa formation qui justement engendre sa désintoxication au monoxyde de carbone reste quand même la combustion incomplète et la pyrogénation. Alors, nous allons à présent voir la différence entre une combustion complète et incomplète. Regardez, donc ici vous avez donc le carbone qui est la source de la matière organique, comme nous l'avons vu. Il peut s'agir du bois, du charbon, du pétrole ou autre, ou carrément du gaz qu'on a, par exemple le gaz de ville, le méthane ou le gaz butane qu'on peut utiliser à domicile. Alors, nous avons cette source de carbone qui, en présence d'oxygène, il y aura donc une combustion, ça va brûler la matière organique pour produire d'autres dérivés avec des calories qui sont responsables de cette sensation de chaleur. Sauf que nous allons ici, nous pouvons constater que cette combustion, sa nature, elle va dépendre de la teneur de l'ambiance ou de l'environnement en oxygène. En effet, lorsqu'on a suffisamment d'oxygène, c'est bien aéré, c'est le premier cas de figure où il y aura une combustion complète avec formation du dioxyde de carbone qui est beaucoup moins toxique que le monoxyde de carbone, avec production quand même de 94,3 calories. Donc, on a une meilleure production de chaleur. Tandis qu'en présence plus faible de teneur d'oxygène, là, deuxième cas de figure, nous observons une combustion incomplète avec formation du monoxyde de carbone, comme vous le voyez en rouge là, qui est un gaz très toxique, c'est le tueur silencieux, c'est les 5 I, donc inodore, incolore, insidieux, insipide, pardon, et donc il va former moins de chaleur, moins de calories. Alors, de là, nous pouvons parler de l'origine des intoxications. Cette origine, elle va dépendre du lieu de survenue de cette intoxication. En effet, nous pouvons distinguer ces quatre types ou quatre origines d'intoxication. Ça peut se produire au milieu domestique, donc à la maison, ou bien carrément dans les écoles, au travail, où il y a utilisation d'appareils de chauffage, à la maison de chauffe-eau ou de cuisinière. Donc, ce sont des appareils défectueux qui n'ont pas peut-être bénéficié de contrôle périodique pour déceler toute fuite ou toute combustion incomplète qui va produire ce monoxyde de carbone. Il faut savoir aussi que le tabagisme, donc le tabac, fumer des cigarettes, peut aussi, lui, être responsable d'une intoxication au monoxyde de carbone par la fumée donc inhalée, et ceci va plutôt s'observer lorsqu'on est dans un endroit fermé où on n'a pas d'aération, donc on peut s'intoxiquer par le monoxyde de carbone qui va émaner de la fumée de cigarette. Un troisième point qui est relatif à l'industrie, donc c'est le milieu professionnel, c'est l'exposition professionnelle dans certains domaines d'industrie comme la sidérurgie où on va utiliser des fourneaux à haute température donc qui vont produire jusqu'à 30% de gaz en CO. Lors donc de l'exposition au niveau des mines de charbon ou des industries des voitures. Pourquoi? Par les moteurs qui vont produire aussi ou faire dégager du monoxyde de carbone. Et je répète là, lorsqu'on a un manque d'oxygène, donc un manque d'aération. Quatrième
point et dernier point, c'est la pollution atmosphérique. Ça va plutôt concerner la population générale. Comme je l'avais dit, c'est souvent dans les zones urbaines où on a un trafic automobile plus important avec dégagement de ce monoxyde de carbone. On peut aussi l'observer dans les garages. D'ailleurs, dans le temps, on rapportait des cas d'intoxication volontaire à but suicidaire dans les garages où la personne va s'enfermer dans sa voiture, elle va allumer le moteur et elle va s'enfermer dans la voiture, dans le garage qui reste fermé pendant plusieurs heures jusqu'à ce que la personne décède par le monoxyde de carbone. Aussi, travailler dans les parkings, donc un phénomène qui est très observé chez ceux qui travaillent dans ce lieu-là. Donc, ils peuvent aussi être exposés au monoxyde de carbone. Alors, les sources d'exposition, elles peuvent être diverses selon les origines, comme nous venons de voir. Donc, il peut s'agir d'appareils ménagers à combustion donc, qui sont défectueux, généralement euh, en milieu domestique, d'anomalies d'installation, ça aussi, ça peut être aussi au niveau domestique, comme je l'ai dit, dans le milieu de travail, les laboratoires, dans les écoles. Des causes donc météorologiques, c'est une source naturelle, ou bien d'usage d'appareils dangereux comme le brasero, les poêles à pétrole ou le gaz ou au gaz non raccordé. Passons maintenant à la cinétique et au mode d'action du monoxyde de carbone. Comme vous le voyez, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir pour les cours précédents, où nous avons toujours distingué la cinétique du toxique par rapport à son mécanisme d'action toxique, là, nous allons constater que c'est étroitement lié. En effet, le monoxyde de carbone, donc, il est absorbé préférentiellement, bien sûr, plutôt exclusivement par la voie pulmonaire. Nous avons vu pourquoi, de par sa très faible hydrosolubilité, de par sa grande diffusibilité, donc il va avec comme nous l'avions dit, une densité qui est proche de celle de l'air, donc il y aura une diffusion directe au niveau alvéolaire. Avec cette diffusion rapide à travers la membrane alvéolo-capillaire, il va rapidement être distribué dans le compartiment sanguin, donc la circulation générale, et là donc il va se fixer majoritairement à l'hémoglobine. Donc, il faut savoir que le monoxyde de carbone, il a une grande affinité vers l'hémoglobine et donc jusqu'à 95% de taux de fixation à cette dernière. Il va traverser aussi, pour les mêmes raisons, les deux barrières, la barrière phétoplacentaire et la barrière hémato-encéphalique. Alors, dans un premier temps, il va se fixer à l'hémoglobine, mais il faut savoir, il va aussi être distribué vers tous les tissus. Et là aussi, il va se fixer aux autres hémoprotéines comme la myoglobine jusqu'à 15%, un faible taux qui ne dépasse pas 5%, donc de fixation au cytochrome et au catalase et aux autres enzymes. Alors là, on ne parle pas vraiment de biotransformation, mais on va plutôt parler d'élimination. L'élimination, bien sûr, elle est exclusivement pulmonaire sous forme inchangée pour un taux qui ne dépasse pas le 1% euh, sous forme de dioxyde de carbone suite à l'oxydation du monoxyde de carbone en ce dernier, avec des demi-vies d'élimination qui sont moins connues pour les autres complexes protéiques comme la myoglobine, mais ce qu'on sait maintenant aujourd'hui que cette demi-vie, elle est moins bien connue et on sait que le monoxyde de carbone, il est libéré plus lentement à partir de ces hémoprotéines par rapport à l'hémoglobine. Alors, s'intéressons donc maintenant à l'hémoglobine. Alors, une fois le monoxyde de carbone est lié à l'hémoglobine, et on va l'appeler l'hémoglobine la carboxyhémoglobine. La carboxyhémoglobine, sa demi-vie d'élimination, c'est-à-dire à quel moment, à partir de quel
C'est-à-dire pendant combien de temps donc on aura élimination de 50% de monoxyde de carbone de cette hémoprotéine. Donc ceci va être en fonction de la teneur en oxygène dans l'ambiance ou dans l'environnement dans lequel on va se retrouver. Alors, lorsqu'on est dans l'air ou à l'air ambiant, là, il faut attendre jusqu'à 5 heures, entre 4 à 5 heures, pour que la moitié de l'hémoglobine se débarrassera du monoxyde de carbone. Par contre, plus on va augmenter le taux d'oxygène en environnement, là, on va avoir une élimination d'autant plus rapide. En effet, lorsqu'on est à une atmosphère de pression d'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'oxygénothérapie normobas. Là, il faut attendre 90 minutes, c'est-à-dire 1 heure et demie, pour se débarrasser de la moitié, donc avec une demi-vie de 90 minutes. Et cette demi-vie, elle va être moindre lorsqu'on passe à 2 jusqu'à 3 atmosphères. On parle d'une oxygénothérapie hyperbare. Ce sont des caissons hyperbares qui approvisionnent en oxygène jusqu'à cette pression-là. Et là, on va récupérer rapidement l'intoxiqué en 20 minutes. Comment expliquer cela? Avant de passer à l'explication, rappelons les facteurs influençant la quantité du monoxyde de carbone absorbé. Ce sont quand même des données importantes à connaître. En effet, lorsqu'on est exposé au monoxyde de carbone, on peut ne pas réagir tous de la même manière. Ceci va dépendre de la ventilation alvéolaire, donc ça va dépendre de l'intoxiqué, de ses antécédents pathologiques par rapport à l'appareil pulmonaire et aussi cardiaque. La concentration atmosphérique, on va bien comprendre et déduire que plus la concentration atmosphérique en monoxyde de carbone est importante et plus la quantité de monoxyde de carbone absorbée va être importante. Et aussi la durée d'exposition au monoxyde de carbone. Quelqu'un qui est exposé à ce toxique pendant 5 minutes et c'est par rapport à quelqu'un qui le sera pendant plusieurs heures, donc les conséquences ne seront pas les mêmes. Passons à l'explication de la demi-vie d'élimination du monoxyde de carbone. Alors regardez là, vous avez donc un graphe qui représente donc le taux de carboxyhémoglobine en pourcentage en fonction du temps et ceci en fonction ou selon les situations par rapport à la concentration de l'oxygène dans l'air ambiant. Alors regardez, lorsqu'on est à l'air ambiant, c'est là ce que vous voyez, la ligne rouge. Lorsqu'on est devant ce cas-là, donc qu'est-ce qu'on va voir? À 50% donc du taux, nous allons voir qu'il faut attendre entre 4 et 5 heures pour être débarrassé de 50% de carboxyhémoglobine. Par contre, on va augmenter la concentration atmosphérique en oxygène jusqu'à 1 atmosphère et regardez là, effectivement, jusqu'à 1 heure et demie, donc 90 minutes, on aura cette demi-vie d'élimination. Par contre, si la teneur elle est plus importante jusqu'à, on a dit entre 2 et 3, et là on voit 2,5 atmosphères d'oxygène. Là, par contre, c'est moins d'une heure, c'est moins d'une demi-heure carrément, c'est 20 minutes donc de demi-vie d'élimination. Alors, une fois donc vous avez vu et compris la cinétique du monoxyde de carbone, vous pouvez aisément déduire son impact sur l'organisme. On avait dit que le monoxyde de carbone, il est d'une part très diffusible, il va rapidement se propager dans l'organisme et atteindre les différents organes, surtout les organes vitaux, notamment le cerveau et le cœur, en passant par l'appareil respiratoire bien évidemment, mais aussi à l'échelle moléculaire, nous avions parlé de la grande affinité du monoxyde de carbone envers l'hémoglobine. Alors, non seulement il va se charger de déplacer l'oxygène existant au niveau de l'hémoglobine, donc il y aura une diminution de transport de ce dernier, mais aussi il va encore de plus, de surcroît, il va former de la carboxyhémoglobine. Et là, j'insiste beaucoup. Regardez cette équation. Donc, lorsqu'on est devant
c'est une situation où il y a présence du monoxyde de carbone dans l'environnement, dans l'air qu'on respire. Donc, vous regardez, nous avons donc la formation de l'oxyhémoglobine. Et donc, en présence du monoxyde de carbone, qu'est-ce qu'il va y avoir? Au lieu qu'il y ait un équilibre entre les deux, donc on a un appauvrissement de l'oxyhémoglobine d'une part. Donc, il y aura un déplacement de l'oxygène. Il va prendre sa place. Il va rentrer en compétition et pourquoi? Parce qu'il a une affinité plus importante. Nous allons expliquer cela. Mais d'un autre côté, il y aura formation de la carboxyhémoglobine. Tout ça va être responsable de quoi? Va être responsable au niveau sanguin d'une hypoxémie, au niveau tissulaire d'une hypoxie et au niveau donc on aura carrément l'hypoxie qui peut dégénérer vers carrément une absence totale d'oxygène. On parle ainsi d'anoxie tissulaire. Alors, cette dissociation de l'oxyhémoglobine restante, elle va être plus difficile au niveau tissulaire, ce qui va être responsable de cette anoxie tissulaire. Par contre, et heureusement, on sait que cette équation ou cette relation entre l'oxyhémoglobine et la carboxyhémoglobine, elle est quand même elle obéit à une réaction réversible. Alors, qualitativement, cela signifie que plus on augmente l'oxygène, plus on aura formation de l'oxyhémoglobine. Et nous avons bien vu cela par rapport à la demi-vie d'élimination de monoxyde de carbone, où nous sommes passés de 4 à 5 heures de demi-vie jusqu'à 20 minutes de demi-vie lorsqu'on est passé de l'air ambiant vers 2 à 3 atmosphères d'oxygène. Et quantitativement parlant, voici comment cela s'exprime. Cela s'exprime par la constante de masse où nous avons donc qui va être la même. Donc, comme vous le voyez, la concentration de la carboxyhémoglobine fois la concentration de l'oxygène sur la concentration du monoxyde de carbone fois la concentration de l'oxyhémoglobine. Donc, c'est-à-dire que les concentrations des produits formés sur le rapport entre les concentrations des produits formés et les concentrations des produits d'entrée. Donc, nous avons donc parlé de l'action du monoxyde de carbone sur l'hémoglobine. Rappelez-vous, par rapport à la distribution, nous avons dit jusqu'à 85% de fixation à l'hémoglobine, mais il reste un pourcentage avec jusqu'à 15% de fixation à la myoglobine et jusqu'à 5% à une fixation au cytochrome et à la catalase peroxydase et la peroxydase. Alors ici, par rapport à l'action sur les autres hémoprotéines, ce sont plutôt des hémoprotéines qui vont plutôt se retrouver au niveau tissulaire, d'où la souffrance donc tissulaire entre autres. Alors vous avez, comme nous l'avons dit, une action sur le système enzymatique comme la cytochrome oxydase, cytochrome P450, peroxydase catalase, mais aussi nous avons donc, les hémoprotéines musculaires, notamment la myoglobine, c'est une globine cardiaque. On aura donc comme conséquence blocage des oxydations cellulaires avec une oxygénation musculaire perturbée et donc tout le cœur et les squelettes vont être en souffrance par rapport au manque d'oxygène. Alors ici, Monsieur Niclou a bien expliqué cela par la courbe de la carboxyhémoglobine comme suit par effet d'Aldan. Donc, nous pouvons observer que on a une par diminution de l'oxygène. Donc, on a un déplacement de la courbe de dissociation de l'oxygène à partir de l'hémoglobine vers la gauche. D'un autre côté, Monsieur donc Niclou qui a mis au point cette expérience, l'expérience de Niclou, qui explique cette constante de masse et cette équation. Comme vous le voyez, on a un côté donc un sens de formation de la carboxyhémoglobine qui explique l'intoxication et heureusement donc nous avons parlé d'une réaction réversible et donc on va tirer profit de cette réversibilité de cette réaction pour justement détoxifier l'organisme de ce monoxyde de carbone en allant dans le sens inverse. Alors, que dit l'expérience de Niclou? Donc, le sang
il est mis en contact avec un mélange de monoxyde de carbone et d'oxygène et au contact du même mélange mais dilué par de l'azote. Et là, donc, il a dilué à différents pourcentages. Il a comparé justement cette fixation dans les trois tubes. Alors, regardez, vous avez donc, par exemple, ici, vous avez donc un volume de monoxyde de carbone avec 99 volumes d'oxygène. Ici, il a commencé à augmenter jusqu'à ce qu'il est arrivé à une fixation de 50% d'oxygène à l'hémoglobine et de 50% de monoxyde de carbone à l'hémoglobine. C'est l'état d'équilibre. Donc, c'est là, il a augmenté jusqu'à ce qu'il arrive à 220 fois volume d'oxygène par rapport au monoxyde de carbone. Et il a comparé cela dans les trois tubes. Alors, qu'est-ce qu'il a été observé par rapport à cette expérience? Que pour un sujet en état de veille et au repos, donc il est éveillé. Un sujet donc au repos place donc une aire ne contenant pas de monoxyde de carbone perd environ 15% d'oxygène fixé chaque heure, 50% donc de monoxyde excusez-moi, de monoxyde de carbone fixé au sang en 4 heures et 75% au bout de 8 heures. Dans le cas d'un sujet endormi, la demi-vie d'élimination peut dépasser les 6-8 heures. Le taux d'élimination de carboxyhémoglobine est plus faible et les échanges respiratoires étant ralentis. Pourquoi? Parce qu'on a une diminution de l'activité physique en étant endormi. La demi-vie, donc là, chez la femme enceinte, de la carboxyhémoglobine, elle a été de 3 à 4 heures, tandis que celle du fœtus est d'environ de 7 heures. Donc, c'est plus dangereux pour le fœtus par rapport à la maman, expliquant la gravité d'une intoxication chez une femme enceinte sans prise en charge rapide. Voilà, donc en résumé, ce qu'on venait de dire, regardez, donc il a fallu 220 fois le volume d'oxygène contre un seul volume seulement de monoxyde de carbone pour arriver à cette fixation de 50% de carboxyhémoglobine et de 50% d'oxyhémoglobine. Alors, continuons avec le mode d'action toxique du monoxyde de carbone. Et là, nous allons évoquer donc quelque chose un phénomène qui explique beaucoup de mécanismes d'action toxique de beaucoup de xénobiotiques, dont le monoxyde de carbone. En effet, effectivement, on a cette action directe, le fait que le monoxyde de carbone prive les cellules et les tissus de l'oxygène, mais aussi on a son action oxydative, donc à l'origine d'un stress oxydatif par blocage persistant de la chaîne mitochondriale qui va générer des radicaux libres oxygénés, qu'on appelle aussi les espèces radicalaires oxygénées. Donc là, revenez au cours relatif au stress oxydatif pour comprendre et déduire les conséquences de ce stress oxydatif. On a donc l'activité de la cytochrome C oxydase qui va retourner à la normale plus lentement que l'hémoglobine, ce qui va encore aggraver cette toxicité. Et tout ça va être à l'origine de lésions cérébrales spécifiques par peroxydation lipidique pendant la phase de réoxygénation qui ne sont donc pas uniquement dues à l'hypoxie. Donc cela veut dire quoi? Que non seulement on a une action directe du monoxyde de carbone responsable de cette hypoxie jusqu'à l'anoxie tissulaire, mais aussi on a le fait de la conséquence du stress oxydatif à l'origine de cette peroxydation lipidique au niveau neurologique qui est responsable de sa toxicité. Et tout ça va nous donner une idée sur les conséquences cliniques de l'intoxication au monoxyde de carbone. Ainsi, nous pouvons parler d'une exposition aiguë ou chronique. Dans le cas d'une intoxication aiguë, on a plutôt donc une répercussion de l'hypoxémie tissulaire. Les organes les plus sensibles à l'hypoxie sont les plus irrigués, notamment le système nerveux et le myocarde dans le cœur. Et les sujets les plus sensibles à l'hypoxie, ce sont les sujets âgés, les anémiés, les coronariens et les fœtus. Alors, cette intoxication va s'exprimer en différentes phases. On parle plutôt d'une phase, de trois phases. Phase d'imprégnation, phase
d'état et l'évolution. Alors, nous commençons tout d'abord par la phase d'imprégnation. Alors, pour la phase d'imprégnation, il faut savoir qu'elle n'est pas spécifique. D'ailleurs, il arrive de mettre un peu plus de temps pour se rendre compte qu'il s'agit d'une intoxication au monoxyde de carbone par rapport aux symptômes qui restent des symptômes généraux. À type malaise général, on parle de l'hypothymie, de vertige, céphalée, asthénie, c'est-à-dire la fatigue, des acouphènes, des hypoacousies, des troubles visuels, des nausées et des vomissements. Donc là, vous regardez, enfin vous constatez qu'il s'agit de signes généraux. Alors, par la suite, si l'intoxiqué ou la victime de cette intoxication ne va pas donc être dégagé ou évacué de cette ambiance de monoxyde de carbone, là, on va observer, on va passer à la phase d'état. La phase d'état, c'est carrément une symptomatologie organique, c'est de l'organotoxicité qui va s'installer. Et là, on va avoir les quatre cibles. On a la cible neurologique, musculaire, cardiovasculaire et respiratoire et même des signes cutanés que nous allons détailler. En dernier lieu, on peut parler d'une phase qu'on appelle aussi évolution, parce que pourquoi elle est conditionnelle et tributaire de l'évolution de l'intoxiqué. Et là, on peut avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir une guérison si le traitement est instauré à temps et si l'intoxication est légère, si le sujet donc ne présente pas de facteurs d'aggravation que nous avons déjà cités et que les facteurs aggravants ou influençant la quantité de monoxyde de carbone absorbé ne sont pas présents. Malheureusement, des décès peuvent avoir lieu suite à l'intoxication aiguë au monoxyde de carbone si l'intoxication est grave et si le délai de prise en charge est élevé avec des tares, c'est-à-dire avec des maladies, notamment l'anémie et les maladies cardiovasculaires ou lorsqu'on est devant un cas de sujet âgé. Donc, des séquelles peuvent, si l'intoxiqué survit, donc des séquelles peuvent rester, d'où l'importance d'un suivi médical minutieux. Pourquoi? Par rapport au déficit cardiaque, donc un ECG est fait de façon périodique, le déficit neurologique à un mois post-intoxication et pourquoi pas de façon périodique lorsqu'on décèle certains symptômes comme l'hémorragie méningée, l'épilepsie ou la détérioration intellectuelle. Donc carrément on peut parler d'une démence suite à une intoxication grave au monoxyde de carbone. Alors, revenons à la phase d'état, qui reste quand même une phase importante. C'est là où la symptomatologie spécifique résultant de l'intoxication au monoxyde de carbone va se manifester. Comme nous l'avions dit, nous avons parlé de signes neurologiques, alors type trouble de conscience comme la somnolence et la syncope. D'ailleurs, lorsque l'intoxication au monoxyde de carbone en aigu survient pendant la nuit, l'intoxiqué, il est endormi, donc il va carrément, il va pas se réveiller, il va peut-être carrément décéder pendant son sommeil. Un coma profond hypertonique peut être observé, des troubles végétatifs type hypersudation et hyperthermie. Donc, des signes neurologiques, on passe aux signes musculaires et ce sont les signes musculaires qui vont justement empêcher la victime de s'évacuer de cet environnement plein de monoxyde de carbone. On a carrément une impotence musculaire avec installation d'une rhabdomyolyse due à la souffrance musculaire. Là, carrément, on peut trouver des victimes malheureusement décédées en milieu domestique dans leur position c'est-à-dire elles essayaient de fuir cette monoxyde de carbone, donc en position de fuite, si vous voulez. Les signes cardiovasculaires et respiratoires, comme les troubles du rythme, tachycardie, risque de collapsus, la polypnée, pardon, avec l'arrêt cardio-respiratoire aussi sont possibles. Ils sont majoritairement observés dans les intoxications aiguës par le monoxyde de carbone et aussi, bien sûr, ça va se refléter sur la peau de l'intoxiqué avec une couleur rose vif et des phlyctènes au point de pression. Voici
donc les quatre catégories de symptômes qu'on peut observer suite à une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. Pour l'évolution, donc là, j'attire votre attention par rapport à la femme enceinte qui serait intoxiquée par le monoxyde de carbone. Pourquoi? Parce que ce dernier va traverser la barrière transplacentaire. Et si c'est en début de grossesse, donc on va observer une anoxie fétale et jusqu'à la mort fétale ou risque de malformation malheureusement. En fin de grossesse, on peut aussi rapporter donc le cas de mort-né ou vivant avec encéphalopathie due à une nécrose corticale par souffrance par rapport à l'oxygène. Le suivi médical est important, je l'ai déjà dit, par rapport à l'évolution un mois après pour surveiller le syndrome post-intervallaire comme nous l'avons déjà détaillé. Comment se comporter devant une intoxication aiguë au monoxyde de carbone? Tout d'abord, toute suspicion à une intoxication au monoxyde de carbone, elle mérite une consultation médicale avec un dosage sanguin du monoxyde de carbone dans la mesure du possible et le dosage atmosphérique du monoxyde de carbone. Si on est devant une intoxication certaine, dans ce cas, donc tout d'abord, il faut juguler l'urgence en faisant une soustraction du sujet, en évacuant le sujet, en instaurant une oxygénothérapie et avec un massage cardiaque si nécessité. Et bien sûr, avant l'oxygénothérapie, il faut penser à effectuer le prélèvement sanguin afin de ne pas fausser le résultat. Alors, une fois arrivé à l'hôpital, selon les moyens de cette structure hospitalière. Donc, on peut appliquer une oxygénothérapie normobare pendant 6 heures au moins jusqu'à la disparition des symptômes. Si on dispose comment on appelle ça, d'un caisson hyperbare. Donc là, si coma ou grossesse, il faut donc aussi l'instaurer. Et vous avez vu, au bout de 20 minutes, on a une demi-vie d'élimination de la carboxyhémoglobine. Un traitement, bien sûr, symptomatique dans les différents cas de figure pour maintenir l'équilibre acido-basique et un bilan avec des examens comme des examens radiographiques pulmonaires, bien sûr, un électrocardiogramme, le dosage de la carboxyhémoglobine, l'ionogramme et le bilan hépatique pour voir et apprécier l'étendue des dégâts de cette intoxication. Le suivi médical aussi qui revient un mois après, je répète, pour le syndrome post-intervallaire. Alors, il faut savoir qu'aucun intérêt à contrôler la carboxyhémoglobine si l'oxygénothérapie est instaurée. Alors, passons maintenant à l'intoxication chronique. Alors, il faut savoir que l'intoxication du monoxyde de carbone la plus observée, la plus constatée, la plus rapportée et la plus, on va dire, communiquée, c'est celle due à une exposition aiguë. Cependant, il faut savoir que le monoxyde de carbone peut être responsable d'une intoxication chronique. Nous l'avons bien cité pour l'industrie, au milieu professionnel ou chez la population générale ou carrément à domicile lorsqu'on a une fuite, donc une combustion incomplète avec fuite du monoxyde de carbone qui se fait de façon minime, c'est-à-dire de faible concentration, mais de façon chronique. Alors, l'oxycarbonémie chronique chez les employés exposés au monoxyde de carbone, comme nous venons de le dire, dans les mines, donc, il a donc jusqu'à 50 ppm partie par million, chez les conducteurs jusqu'à 10 à 20 ppm. Alors que heureusement, je l'ai dit, que les symptômes restent réversibles. Alors, il faut se rappeler de ces deux types de triades. Tout d'abord, nous avons les signes généraux type céphalée, vertige, nausée, vomissement, asthénie. Et on peut aussi, en plus de ça, avoir donc des symptômes comme l'irritabilité des exposés, les troubles de mémoire et la dyspnée d'effort. Comment peut-on mettre en évidence la présence du monoxyde de carbone dans l'ambiance ou dans l'environnement et dans les milieux biologiques? Pour cela, donc, restez branchés avec la deuxième partie de ce cours et dont le lien vous trouverez dans la boîte de description. Et je vous remercie.